Ça ne vous aura pas échappé, les salles de cinéma sont ouvertes à nouveau. Ceci dit, peut-être que ça vous a échappé, parce que les salles semblent avoir un peu de mal à se remplir en ce moment. Alors, je dois vous avouer que je suis un peu surpris, on annonçait des chiffres records le 19 mai pour la réouverture des cinoches, alors que je trouvais qu'il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent, et j'ai l'impression depuis que c'est un peu calme, alors qu'il y a un vrai déferlement de nouveautés dans les multiplexes. C'est peut-être qu'une impression personnelle, je vous avoue que j'ai pas été étudié en détail les chiffres du box-office français, mais j'ai déjà retrouvé personnellement mon petit rythme, et je peux pas dire que c'était la bousculade lors des quelques séances dont je me suis régalé. Parce qu'il y a en ce moment des bons titres diffusés dans les salles obscures, j'ai beaucoup aimé Nobody, une bonne petite péloche d'action bien vénère, ça faisait plaisir de retrouver sur grand écran un bon film de Castagne. J'ai bien aimé aussi, dans un tout autre style, le dernier film de Laurent Tirard, Le Discours, qui ramène le réalisateur français à ce qu'il sait faire de mieux, la comédie romantique décalée. C'est dans la veine de son excellent premier film, Mensonge et trahison, avec Édouard Baird. Ça se repose un peu sur ses acquis, mais c'est vraiment très sympa. Et y a pas que ça, je vous parle de déferlement, parce que perso, je sais plus où donner de la tête, entre la suite de Sans un bruit, toujours avec Emily Blunt, le nouveau Guy Ritchie, Un homme en colère, un remake hollywoodien du Convoyeur avec Jason Statham, dans le rôle tenu jadis par Albert Dupontel, Cruella, avec Miss Emma Stone, Sound of Metal avec l'excellent Riz Ahmed, La Nuée, un film fantastique français qui fait parler de lui, et plutôt en bien, le troisième volet de Conjuring, toujours avec Patrick Wilson et Vera Farmiga, et au milieu de tout ça, rien de moins que le nouveau Kevin Costner, ce qui en soi est toujours pour moi un petit événement, et oui, il y a deux Kevin dans ma vie, Kevin Bacon, Kevin Costner, deux très grands parmi les grands, et deux artistes dont je suis la carrière avec passion. Cette passion a-t-elle été récompensée une nouvelle fois avec ce film, l'un des nôtres, sorti tout récemment? Bien évidemment, puisque je ne sais pas si j'oserais dire un jour que Kevin Costner a fait un mauvais film, mais on en parle tout de suite. Bienvenue sur la toile pour une émission qui, une fois n'est pas coutume, colle à l'actualité, puisqu'on va s'intéresser aujourd'hui à ce film, l'un des nôtres, sorti récemment sur nos écrans. Alors je dois vous dire que j'ai pris une habitude dernièrement, c'est d'essayer d'aller voir certains films vierges de tout a priori, sans même en avoir vu le moindre extrait, ni même la bande-annonce. C'est pas tout à fait vrai pour ce film, j'avais vu son trailer il y a plusieurs mois, mais franchement, il y a un bon moment, le film devait sortir en août de l'année dernière, la promo était lancée depuis quelques temps, donc ça fait un bail. Et je n'avais rien vu ni lu de plus depuis, donc j'ai débarqué dans la salle tout frais, prêt à me laisser porter, je me souvenais à peine du trailer, et c'est peut-être la meilleure chose que j'ai faite, parce qu'au vu de la bande-annonce, j'aurais peut-être été un peu déçu si j'y avais été sur la foi de ces quelques images qui promettaient une vraie tension et un règlement de compte final, à tel point qu'avec le type de film projeté dans les salles aujourd'hui, avec ces acteurs à la soixantaine bien tassés qui se sont réinventés une carrière d'action stars dans le sillage de Liam Neeson, on aurait pu imaginer un film bien burné, blindé de séquences de fight, ce que le film n'est pas du tout. La bande-annonce ne ment pas d'ailleurs sur le produit fini et sur ce que le film va vous offrir à l'écran, elle est même plutôt intègre, elle n'en dévoile pas trop, pas comme cette émission, il n'y a pas grand-chose à spoiler au final, et c'est à nouveau un film où le voyage importe plus que la destination, mais si vous voulez éviter de vous gâcher une partie du plaisir, revenez donc après être passé par la case Cinoche, on vous attend. Et donc, l'un des nôtres, c'est effectivement un film violent, mais extrêmement violent, tout autant d'ailleurs d'un point de vue physique que psychologique, mais c'est un film qui a son rythme, c'est un slow burner qui prend son temps, construit sur le principe d'un western, avec une vraie montée de la tension, une colère larvée qui aboutira à un éblouissant règlement de compte final. Pour tout vous dire, même si on est bien entendu dans deux domaines et deux traitements assez différents, voire opposés, ce film m'a beaucoup fait penser au dernier Rambo, on pourrait, je trouve, dresser des parallèles assez évidents entre les deux projets. Mais justement, on appréciera d'autant plus les fulgurances de brutalité du film si on n'est pas venu chercher un spectacle à la Liam Neeson ou à la Statham, avec un coup de latte tous les quarts d'heure. Non, le film est lent, il ne manque pas de rythme, mais il a son rythme, et il faut vraiment se laisser porter par l'histoire et les prestations habitées de tous les acteurs du film, et c'est rien de dire que tout le monde, dans l'un des nôtres, a sorti le grand jeu des premiers rôles aux plus discrets membres du casting. De quoi ça parle, l'un des nôtres? On peut résumer le scénario du film en quelques lignes. Les parents Jonathan et Martha Kent, elle était facile. Bon, Margaret et George Blackledge, Diane Lane, Kevin Costner, sont des fermiers, ou du moins des propriétaires terriens dans le Montana. Ils vont perdre leur fils, à peine 25 ans, après un bête accident de cheval, ce qui les laisse avec leur belle-fille et leur petit-fils. On a donc cette belle-mère omniprésente, ça a son importance dans l'éducation du petit. La belle-fille finit par se remarier avec un connard violent, il le porte sur sa tronche. Madame Blackledge le voit furtivement dans la rue malmener son petit-fils et sa compagne. Il lui met quand même une bonne branlée à la fille, mais bon, elle se tait, elle ne juge pas bon d'en parler à son mari, ancien shérif, mais surprise, quelques jours plus tard, le couple a disparu, sans un au revoir, sans un mot.
il laisse tout sur place et retourne dans la famille du nouveau gendre, sans même laisser un moyen de les contacter. Ce film, c'est ça, c'est l'histoire de cette quête que vont entreprendre les deux époux pour aller chercher leur petit-fils avec l'intention de le sauver de ce qu'ils soupçonnent être un milieu dangereux pour lui. On n'est donc pas là sur une enquête, sur un scénar très complexe, mais plutôt sur une sorte de mélodrame familial qui va vite prendre une tournure de western avec deux camps farouchement opposés, les époux Blackledge d'un côté, la famille d'accueil du petit de l'autre, une vraie famille, n'ayons pas peur des mots, de dégénérés. L'un des nôtres s'est adapté d'une nouvelle de Larry Watson, peu connue de par chez nous. Larry Watson, c'est un auteur très américain, friand d'imagerie de chaînes rocheuses et de Grand Ouest, et c'est Thomas Bezucha qui se charge d'adapter cette nouvelle pour l'écran et de réaliser le film. C'est donc un projet pour le moins personnel, porté par ce réalisateur pour le moins discret. Je vous avoue que son nom me disait vaguement quelque chose, mais que sa carrière n'est pas encore fermement établie. J'ai dû aller vérifier ce qu'il avait fait, ce brave homme, et c'est pas le metteur en scène de la décennie, ça c'est sûr. Pour la petite histoire, c'est lui qui se charge de la mise en scène de la future série Marvel Secret Invasion. À part ça, Thomas Bezucha, c'est un premier film en 2000, Big Eden, que j'avais trouvé pour le coup plutôt sympa, puis The Family Stone, Esprit de famille en 2005. Il est pas pressé le garçon, avec Tête de poulet, Sarah Jessica Parker, une comédie familiale ricaine que j'avais vraiment appréciée, mais bon, il y avait un casting de dingue dans le film, Diane Keaton, Rachel McAdams, Claire Danes, Luke Wilson, Craig Nelson, donc du beau monde pour porter cette comédie qui sinon n'aurait sans doute pas brillé plus que ça. Et puis, troisième film, 6 ans plus tard, en 2011, et là, faut qu'on m'explique. Bienvenue à Monte Carlo avec Selena Gomez, Leighton Mister de Gossip Girl et Katie Cassidy, ça a la couleur d'un Disney, ça ressemble à du Disney, mais ça n'est pas du Disney. On peut se demander ce que Bezucha était venu faire là, il fallait sans doute qu'il paye ses factures. Donc en 3 films, une filmographie qui est loin de subjuguer, autant dire qu'on pouvait nourrir quelques doutes quant aux capacités de Monsieur Bezucha en le voyant prendre les rênes de ce film au postulat plutôt classique, avec le plus classique des acteurs américains derrière Clint Eastwood, le grand Kevin. L'appréhension était de mise. Une appréhension heureusement qui ne résiste pas aux quelques minutes d'ouverture du film, on est rassuré en 3 plans sur les capacités du réalisateur, c'est très fort, visuellement, impeccablement mise en scène, très bien éclairé, avec peut-être un abus un peu marqué sur les effets de flou en bord de cadre, mais ça c'est si on veut vraiment chercher la petite bête, sinon c'est vraiment beau. On pense immédiatement, là encore, à Clint Eastwood et à ce qu'il a réalisé de plus fort, La route de Madison, Un monde parfait, et cette impression est encore accentuée par la délicate partition de Michael Giacchino, qui délaisse les Jurassic World, Star Trek, Star Wars, Marvel, pour nous livrer une musique intime et dépouillée, vraiment belle, et qui rappelle justement le comparse du grand Clint, Lenny Niehaus. Donc on est déjà en terrain conquis, avec cette photo naturaliste à la Malick et ses plans qui rappellent aussi parfois Spielberg dans ses films d'époque. Il y a donc cette mise en scène très élégante, très classique, dans le plus beau sens du terme, encore davantage mise en valeur par un montage impeccable, qui laisse la part belle aux détails. Et on est à nouveau là face à un film qui exige du spectateur qu'il soit concentré sur ce qu'il y a à l'écran, et qui supportera mal qu'on soit en train de pianoter sur son portable pendant la diffusion. Les plus belles scènes du film sont dans les visages de ses acteurs, dans leurs expressions silencieuses et dans des scènes particulièrement bien pensées, parfaitement écrites. Un exemple, le fait que Diane Lane soit une belle-mère envahissante, qui a une relation fusionnelle, voire presque obsessionnelle avec son petit-fils, ça nous est montré au détour d'une scène a priori anodine, une scène de bain au début du film où elle trouve le bain du petit trop chaud, elle envoie sa belle-fille se reposer, pendant qu'elle prend la relève. Et pas de temps perdu, cette scène s'enchaîne parfaitement avec la mort de son fils, avec ce cheval qui rentre seul, et elle qui sort de la maison affolée avec le petit dans les bras, et ce plan en arrière avec la belle-fille posée sur un canapé en train de lire. C'est extrêmement bien pensé, pour en dire le maximum, en un minimum de plans. Et comme c'est une production Focus Features, une filiale d'Universal plus centrée cinéma d'auteur, parfois à la limite de l'indé, on était en droit d'attendre un film d'acteur, surtout avec la présence au générique de pointures comme Lane et Costner, et on n'est pas déçu du voyage. Kevin Costner est comme toujours impérial, il est dans un registre assez différent des rôles auxquels il nous a habitués. C'est subtil, ça reste Kevin Costner, mais c'est dans ces subtilités que se révèle son personnage. C'est un homme de peu de mots, il prononce 3 phrases au cours du film, mais chacune d'entre elles compte. C'est un personnage relativement froid, qui n'a pas du tout un côté sympa et chaleureux, il a peu d'humour, je ne sais même pas s'il sourit dans le film. Il est vraiment bourru, pas du tout dans le sens agressif ou violent, mais plutôt dans un sens de force tranquille. Ça veut pas dire qu'on peut pas le trouver sympathique, il est cool, on sent que c'est un homme qui a du vécu, qui a vécu, et l'acteur lui prête son visage et ses rides, et ses stigmates du temps qui passe lui vont vraiment bien. C'est surtout un homme entièrement dévoué à sa femme, donc Diane Lane, dans un rôle vraiment particulier. J'ai vraiment eu du mal, moi perso, avec le personnage de Margaret, interprété donc par Diane Lane, et c'est là qu'il faut parfois savoir se détacher du film qui nous est proposé, de l'image qu'on s'en était faite. Il faut jamais juger un film par rapport à ce qu'on aurait voulu qu'il soit, il faut juger le film pour ce qu'il est. Un film, c'est une histoire, un voyage qui nous est offert, ça peut nous plaire, ou pas, mais c'est l'histoire qu'on voulait nous raconter,
Après, on peut juger de la façon dont cette histoire nous a été présentée, de plein d'autres choses, mais on peut pas dire décemment ce film est naze, parce que les personnages sont débiles, ils ont pas fait ce que moi j'aurais fait. Je vous dis ça, parce que le film semble avoir été plutôt bien reçu, et c'est normal, mais il se trimballe des notes moyennes sur certains sites grand public comme IMDb, où il se tape un 6,7. Moi, les notes je m'en fous, j'ai les miennes, le cinéma c'est subjectif, il y a tout un tas de films, surtout des films d'horreur, qui sont notés 4 et des bananes sur IMDb et que j'adore, et que je trouve vraiment réussis. Mais généralement, surtout sur IMDb, ce qui m'intéresse sont les avis, rédigés par les amateurs qui ont pris le temps d'écrire quelques lignes sur le film, et parfois, voire souvent, des avis très détaillés et vraiment pertinents. Et sur ce film, j'ai vu tout un tas d'avis qui critiquaient le film via ses personnages, et celui de Diane Lane en particulier. Il y a par exemple, je me souviens, quelqu'un qui lui met 1 sur 10, déjà 1 sur 10, faut y aller, ça veut dire qu'il n'y a rien à sauver, donc mettre 1 sur 10 à ce film, c'est quand même curieux, mais cette personne explique qu'il est extrêmement énervé de voir à quel point le personnage de Diane Lane s'est comporté dans le film, elle a sacrifié son époux pour son petit-fils et sa bru, et elle laisse également Peter, cet Indien qu'il a aidé, dans son rétroviseur. Il a détesté la fin, il a détesté tout ce film, et il ajoute « Si vous voulez être déprimé pendant 2 heures, alors allez-y ». Et je suis entièrement d'accord avec lui, mais moi le film, je lui mets 8, et je pense que Thomas Bezucha, il doit être très content de lire une critique comme ça, d'un mec qui a pas aimé son film, pour ces raisons-là, parce qu'il a provoqué chez lui ce sentiment de malaise, avec la complicité d'acteurs incroyables, qu'on livrait la partition qu'on leur avait donnée à jouer, aussi inconfortable qu'elle ait pu être. Pas sûr que Diane Lane ait aimé interpréter ce personnage, mais le réalisateur a décidé d'adapter une nouvelle, il a pris la nouvelle, les personnages tels qu'ils étaient écrits, et il a essayé de les rendre crédibles, profondément humains, avec leurs doutes, leurs faiblesses, et c'est réussi. Personne n'essaye de rendre ces personnages attachants ou de justifier leurs gestes, leurs motivations leur appartiennent. Personnellement, il y a un moment dans le film où je me suis dit ça va partir en couille, il y aura moyen de procéder différemment. Moi, j'aurais procédé différemment, mais Margaret décide d'y aller frontalement, son mari la suit, et franchement, j'ai vraiment eu du mal avec ce personnage, le personnage de Margaret. Elle est bornée, entêtée, quand elle annonce à son mari qu'elle a vu Donnie frapper sa belle-fille, une fois qu'ils sont partis, il lui dit « T'aurais pu m'en parler plus tôt », elle lui répond « Je t'en parle maintenant », comme pour couper court à la conversation. Moi, c'est un personnage que j'ai eu du mal à comprendre pendant une bonne partie du film, c'était une manipulatrice, obsessionnelle, elle reporte toute son affection pour son fils disparu sur son petit-fils, elle n'hésite pas une seconde à tout sacrifier, littéralement, tout et tout le monde pour lui, c'est pas un personnage confortable, mais elle a malgré tout une vraie trajectoire au cours du récit, je l'ai appréciée davantage, à partir du moment où elle s'excuse auprès de sa belle-fille de ne pas avoir été la mère qu'elle aurait voulu être pour elle, et à ce moment-là, on sent de la sincérité dans ses propos, et du coup, dans une partition comme ça, assez ambiguë, Diane Lane fait des merveilles. Pour moi, c'est un très grand rôle, pour une très grande actrice. Et tout le reste du casting est à l'avenant, notamment toute la famille Weeboy, qu'on dirait sortie tout droit d'un épisode de Massacre à la tronçonneuse, même leur maison isolée ressemble à la maison des dégénérés du film de Toby Hopper. D'ailleurs, le film vendange régulièrement par certains aspects sur l'imaginaire des films d'épouvante, y compris dans la séquence de la chambre d'hôtel, vous verrez de quoi je parle. Leslie Manville est parfaite dans son rôle de matriarche, perverse, castratrice, qui la change des séries historiques en costume d'époque, et surtout, j'ai pris un pied incroyable à retrouver à l'écran Jeffrey Donovan, que j'avais suivi aux côtés de Bruce Campbell dans les 7 saisons de Burn Notice. Là, il est juste dément, dans tous les sens du terme, dans ce rôle-là encore classique, de dépravé à la dangerosité larvée, il est magnifique. Bref, un casting top-notch pour un film qui repose intégralement sur leurs épaules. Vous l'aurez donc compris, c'est pas un film facile qui vous est offert avec l'un des nôtres, c'est du cinoche à l'ancienne qui s'appuie sur des personnages et qui prend le temps de les voir tisser leurs relations et leurs rapports. Il y a tout de même une magnifique histoire d'amour au centre de ce récit entre George et Margaret, entre Kevin et Diane Lane. George se laisse entraîner dans la quête de son épouse parce qu'il n'a jamais cessé de l'aimer depuis le premier jour, et c'est finalement l'amour qui est au centre de la construction de ce récit, l'amour qu'on peut porter à sa femme, à la chair de sa chair, cet amour capable de nous pousser vers l'ultime sacrifice. D'ailleurs, un petit mot au passage sur le titre français du film que j'ai trouvé à côté de la plaque. L'un des nôtres, ça ferait plutôt écho, selon moi, aux relations de la famille Weeboy que des liens qui unissent Margaret, George et leur petit-fils, et ça n'a surtout pas du tout la même résonance que le titre original Let Him Go, littéralement laisse-le partir, qui a un sens très proche de faire son deuil, cesser de s'accrocher à son souvenir, laisse-le partir, et ce titre trouve tout son sens dans ce film, dès la disparition du fils de Margaret et George, jusqu'à la conclusion douce amère du récit, en passant par ce jeune Indien qui va également croiser leur route. Là, je vous en dis pas plus, faut quand même qu'il vous reste des choses à découvrir en allant voir ce film. Ce que je vous encourage très chaudement à faire, en salle de préférence, profitez-en, c'est plutôt calme en ce moment, vous l'aurez compris, et les salles sont climatisées, donc ça fait toujours une agréable pause dans la journée. Je mets perso un bon 8 sur 10 à ce film, que j'ai vraiment apprécié. Pourquoi 8 et pas 9 ou 10? Quel est du coup ce que je lui reproche
Après cette pluie de laurier, peut-être justement ce personnage du jeune indien, ses motivations, son trauma, son rapport à l'histoire, je trouve que son arc narratif est peut-être un peu trop parallèle à l'histoire et pas assez imbriqué dans le récit. J'ai pas vraiment vu l'intérêt profond de se laisser pour compte qui décide d'aider ce couple. Peut-être que c'est mieux articulé dans la nouvelle, je sais pas. En tout cas, allez le voir et dites-moi si vous partagez mon point de vue. Ou pas, n'hésitez pas à me faire part de vos retours, ça fait toujours plaisir de parler cinoche. Je vous souhaite donc une bonne séance en attendant la prochaine émission, en mode 30 millions d'amis, puisque nous parlerons de nos amis les bêtes, celles qui mesurent plus de 2 mètres de haut et qui hurlent à la pleine lune. D'ici là, portez-vous bien, profitez du beau temps, éclatez-vous, soyez curieux, et moi je vous dis à la prochaine, sur cette même chaîne. Ciao!